Il faut constater que les Allemands ont un côté désagréable lorsqu'ils s'entretiennent avec une personne. Ils affichent un visage si inexpressif qu'il est impossible de deviner leur état d'âme. Ils ont un visage froid, un corps inanimé, même lorsqu'ils sont énervés. Avec cela, comment savoir ce qu'ils disent? Dieu sait combien il existe dans notre pays de langues que nous ne comprenons pas. Mais grâce aux gestes et aux variations d'intonation, on parvient à suivre le cours de la conversation. Chez les Allemands, rien de comparable. Heureusement pour nous, le commandant n'a aucune intention malveillante à notre égard. Et pour cause, c'est le père d'Helmut. Il fait apporter une bouteille de champagne qu'il se fait un plaisir de déguster avec nous. Bois et oublie tes mulets, me répète Rodouane. De ta vie, tu ne boiras en compagnie d'un commandant. En trinquant allègrement à la santé de l'enfant d'Helmut, nous avons dû faire pas mal de bruit car la salle s'est remplie de marins. Ceux qui arrivent ne tardent pas à boire de la bière dans des verres aussi grands qu'une mesure d'huile d'olive. Puis le commandant se met à chanter, un refrain après. Tous les hommes de l'équipage qui dansent, en se tenant par les épaules, chantent en chœur avec leur chef. En définitive, les Allemands ne sont pas si ternes que ça. Il leur faut seulement ingurgiter une grande quantité de bière avant de se dégeler. Les personnes qui auparavant nous ont lancé des regards peu avenants sont maintenant aux petits soins avec nous. Sitôt notre verre vide, ils nous servent de la bière, puis boivent avec nous à notre santé. Des membres de l'équipage prennent quantité de photos et tout ce beau monde manifeste beaucoup de joie. Quel retournement de situation! La réception spontanée prend fin dans l'après-midi, aussi étrangement qu'elle a commencé. C'est aussi le dernier jour d'escale du navire à Alger. Le bateau repart le lendemain pour l'Allemagne. Antoine, Hamdan et Rodouane regagnent la Casbah, tandis que je prends le chemin de Bab el-Oued. Mes jambes hésitent à me porter. Ma tête ne demande qu'à suivre leur mauvais exemple. Elle entonne des airs allemands sans être sollicitée. J'essaie péniblement d'indiguer le flot d'insubordination généralisée en sonnant le rassemblement du peu d'énergie qui n'a pas encore sombré dans la dissidence. Le chemin sera long, me dis-je. En apercevant la maison de mon oncle, j'ai un sursaut de satisfaction mêlé d'inquiétude. Je réalise subitement que j'ai parcouru la presque totalité du trajet sans m'en rendre compte. J'aurais pu tout aussi bien me retrouver de l'autre côté de la ville sans en être surpris. C'est comme si durant mon sommeil, une force mystérieuse avait pris le contrôle de la situation en me guidant jusqu'ici. Mais en voyant ce qui m'attend devant la porte, j'aurais souhaité que cette force s'occupe de ses propres affaires. Dans sa voiture, l'inspecteur Delbiard m'attend tranquillement. Il ouvre la porte avant de la voiture, côté passager, puis me dit « Il ne manquait plus que toi pour être au complet. » La voiture se dirige vers El Biar, tandis que je commence à faire le deuil de mon second costume neuf. Le chien est ravi de me voir, mais ce n'est pas réciproque. Cela fait plus d'une heure que j'attends. Cela m'aurait posé un petit problème de ne pas te trouver. Voilà maintenant que je suis devenu un petit problème. Tu es encore retourné livrer des fleurs malgré mes recommandations. Oui, monsieur l'inspecteur, j'aurais aimé ne pas y retourner, mais j'ai été contraint. Tiens donc, et par qui? Mon oncle m'aurait coupé en morceaux si je ne l'avais pas fait. Tu tiens tellement à retourner en prison? Non, monsieur l'inspecteur, mais je préfère affronter la prison que la colère de mon oncle. À propos, tu fais intervenir tes relations pour régler tes ennuis avec la police? Non, monsieur l'inspecteur, vous devez faire erreur. Je n'ai fait intervenir personne. D'ailleurs, je ne connais personne d'influent. Tu me traites de menteur? Non, monsieur l'inspecteur. Tes amis s'occupent de toi sans que tu leur demandes, c'est ça? Peut-être, monsieur l'inspecteur. Que pouvais-je bien lui répondre à ce démon? Il est autant disposé à me croire qu'à se faire arracher une dent saine par un boucher. Allons, ce n'est pas honteux d'avoir des relations, au contraire. Ça peut aider parfois, pas toujours, j'en conviens. Il se moque de moi et il en est heureux. Vous me conduisez en prison? Qui sait?
Demande à tes relations de te le dire. Cet enfant de traînée me mijote sûrement un tour de chien. On verra tout à l'heure, tout dépendra de mes dispositions. Dans mon métier, je rencontre trop de gens qui gâchent mes journées. Alors vois-tu, mon humeur est changeante. C'est normal. Mais la journée a été bonne. Si ça continue, tu n'auras pas à t'inquiéter. Bien entendu, s'il écrase quelqu'un avec sa voiture, mon compte est bon. Tu connais la famille Soletti? Non, monsieur l'inspecteur, je sais seulement que la fille doit se marier avec l'ami de mon oncle. Monsieur Soletti est banquier. C'est un homme riche, extrêmement riche. C'est un homme écouté. Ses désirs sont désordres. Tu n'as pas eu de chance d'être tombé sur lui. Je n'ai rien fait de mal, monsieur l'inspecteur. J'ai seulement fait mon travail. Oui, mais comme tous les Arabes, tu ne réfléchis pas. Si tu avais un peu d'intelligence, tu saurais qu'on ne provoque pas un personnage important sans être assuré de se retrouver en prison. Tu aurais dû demander à quelqu'un d'autre de faire ce travail. Peut-être qu'ainsi, on aurait pu croire en ta bonne foi. Ce fou me donne des frayeurs alors que ma tête tourne encore. Il n'y a vraiment pas de justice pour les gens de mon espèce. Nous nous arrêtons devant la porte de M. Soletti. L'inspecteur vient probablement chercher les instructions. Je ne vais pas tarder à connaître la sentence. Quelle triste fin de journée. Le gardien nous ouvre le portail. Le faucheton est radieux. Je joue ma tête et lui se permet de me sourire et même de me témoigner quelques égards. Mais quelle traite celui-là. En traversant l'allée, je découvre la demeure du banquier. En d'autres circonstances, j'aurais admiré les lieux. Mais à cet instant, je maudis le propriétaire, le gardien, l'inspecteur, le jardin, les arbres, la maison et tous ses occupants. Je souhaite que par un coup du sort, tout cela disparaisse afin de pouvoir aller dormir. Pour la bonne cause, je me ferai fort de rentrer à pied. Le perfide gardien, dont l'âme est dominée en permanence par les mauvais génies, nous fait patienter dans un grand hall, puis va chercher son diable de patron. Celui-ci ne tarde pas à nous recevoir. Ce chacal de gardien s'éclipse en douce. Dieu sait où. Que le diable emporte, lui et son nœud de papillon. Dans mon malheur, j'éprouve quand même un motif de satisfaction. L'inspecteur garde un profil bas devant le banquier. Si ce n'était là peur d'aggraver mon cas, je ne me serais pas privé de le lui faire remarquer. L'ignoble individu se fait tout petit, et j'ai le plaisir de le voir se confondre en excuses. Le banquier respire l'argent jusque dans les lacets de ses chaussures. La civilité naturelle de cet homme traduit sans équivoque la puissance et l'argent. Sa façon calme de parler me rappelle le chef des chrétiens et notre marabout. On sent qu'il n'a pas besoin de répéter pour se faire entendre. Et c'est cet homme que je n'ai jamais vu auparavant qui va me condamner. Que la vie est ingrate. Le banquier remercie l'inspecteur de lui avoir rendu service, puis lui fait comprendre que sa présence n'est plus indispensable. Quelques paroles ont dû m'échapper. Pourtant, j'aurais juré avoir tout entendu. Le banquier n'a rien dit à mon sujet et à aucun moment il n'a été question de régler mon sort. Je prends moi aussi le chemin de la sortie, peu fier de n'avoir rien compris à cette histoire. J'entends derrière moi le banquier me rappeler et me demander où je vais. L'alcool que j'ai ingurgité massivement a dû s'emparer des organes vitaux de mon être, car je me suis réellement perdu. Le banquier me regarde en se demandant ce que je peux bien faire. Avec un sourire crispé, l'inspecteur fait semblant de ne plus me voir, puis le banquier dissipe mon tourment. Restez, je vous en prie. Ce soir, vous êtes mon hôte. Il me fait entrer dans ce que les Européens appellent un salon. 3 personnes sont là. Le banquier me présente sa femme, son fils et sa fille. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici? Quand tous ces gens-là me dévisager ainsi, j'ai envie de m'asseoir, de fermer les yeux et de ne plus penser à rien, d'oublier
que je me trouve en cet endroit. Je vous en prie, prenez place, me dit le banquier pendant que la famille me torture des yeux. Je me laisse tomber sur un fauteuil que j'aurais préféré utiliser pour m'endormir. Pendant qu'il me prépare je ne sais quel breuvage à base de jus d'orange, le fils du banquier me dit « C'est courageux de votre part d'être revenu apporter des fleurs. » « Veuillez nous excuser de cette méprise, » enchaîne la fille. Nous ne pouvions pas deviner qui nous les envoyait. J'ai envie de lui répondre qu'il faudrait demander à mon costume ce qu'il pense de cette méprise. Joseph, dit le banquier à son fils, les musulmans ne boivent pas d'alcool. Sers autre chose à monsieur. De tout temps, papa, lui répond doctoralement le fils. Les plus grands poètes arabes ont eu l'amour de l'alcool. Nous leur devons de purs chefs-d'œuvre de poésie à ce sujet. Puis, dans un arabe digne des grands talebs, Joseph me lance. Souviens-toi, mon ami, de ce quatrain de l'illustre savant Omar Khayyam. Le vin est prohibé, soit, mais il n'est prohibé que suivant la personne qui en boit, suivant la quantité qu'elle en boit et suivant l'individu avec qui elle en boit. Une fois ces points-là observés, qui en boirait, sinon les sages? Ou bien, rappelle-toi cet autre. Si tu as bu consécutivement du vin durant une semaine, garde-toi de t'en priver le vendredi, car selon notre religion à nous, il n'existe aucune différence entre ce jour-là et le samedi. Sois adorateur du Tout-Puissant et non pas adorateur des jours. Comment connaît-il mon nom et d'où tient-il que l'alcool a changé la couleur de mon sang? Comment sait-il que nos poètes ont été inspirés par l'alcool? D'où sort cet homme qui parle notre langue à la manière d'un grand érudit? Satisfait, papa? Ajoute-t-il en réponse à mon signe d'acquiescement. Youssef m'approuve et il connaît l'histoire de l'islam mieux que toi. Le fils du banquier me sert son breuvage. Il y a encore le goût de l'orange, mais la dominante est bien de l'alcool. J'aurais tout bu aujourd'hui, même de l'alcool mélangé à l'orange. L'inspecteur doit être loin maintenant. Je peux donc quitter les lieux en toute quiétude. Je bois respectueusement le breuvage, puis saluant le banquier et sa famille, je marche vers la porte en m'efforçant de ne pas courir. Il faut croire que j'ai bien perdu de mes moyens, car le fils du banquier m'attend devant la porte. Il me prend par le bras et me raccompagne au salon en me disant « Voyons, Youssef, nous ne pouvons te laisser partir comme cela. » Mais que me veulent donc ces gens, au nom du ciel? Ma résolution est ferme. Je me dois de partir d'ici. Il faut trouver un autre moyen de sortir sans les offusquer. Je m'adresse donc au banquier. Monsieur, vous êtes très gentil de me recevoir, mais je dois m'en aller. Je n'avais pas prévu de venir ici et je dois rentrer chez moi pour régler une affaire urgente. En affirmant cela, je pense évidemment à aller me coucher. Le manque de conviction conduit fatalement au ridicule, si j'en juge par l'hilarité que mes propos ont déclenché. Vous avez certainement des obligations urgentes et impératives, mais sachez qu'on ne peut vous laisser partir ainsi. Nous vous avons causé beaucoup de tort, et il est normal que vous soyez dédommagé en conséquence. Vous le comprenez, je l'espère. Je ne tiens pas à ce que mon mariage soit entaché par un mauvais souvenir, enchérit la fille. Nous avons commis une grave faute envers vous, et notre famille doit naturellement la réparer. Dieu du ciel, comment vais-je m'en sortir si en plus toute la famille s'en mêle? Il est écrit qu'avec une femme, on n'a pas le dernier mot. Cela aurait été très simple si c'était une femme de chez nous, car on n'aurait pas le droit de parler à un étranger. Je veux éviter d'avoir affaire à elle. Je prie le banquier de me suivre dans le hall pour lui parler en privé. Je me rapproche ostensiblement de la porte et je lui dis « Dieu vous rende votre gentillesse, monsieur, mais quand bien même vous me prometteriez le paradis, je ne pourrais pas rester. J'ai déjà fait une entorse à ma parole en venant chez vous. Mon oncle m'a interdit d'entrer dans cette maison. S'il apprenait de surcroît que j'ai accepté cette invitation, je serais
Ce serait une affaire d'État, une boucherie. Vous connaissez les Arabes, monsieur. Ils conservent leur rancune jusqu'à la tombe. Il n'y a personne dans les parages, c'est l'occasion de décamper. Remerciez votre famille et que Dieu vous garde, monsieur. J'ouvre la porte, prêt à filer comme l'éclair. Mon plan aurait été parfait s'il n'y avait pas eu la mère et la fille qui attendaient de l'autre côté. Je me disais aussi que le sourire du banquier cachait quelque chose. M'offrant un autre verre contenant ce drôle de mélange, le fils me dit « N'insiste pas, Youssef. Contre ma sœur et ma mère réunies, tu ne gagneras jamais. Croisons mon expérience. Allons, viens, en toute amitié. » Ces Français réellement charmants et pleins de délicatesse m'ont envoyé le plus naturellement du monde en prison. Et voici maintenant qu'ils m'offrent l'hospitalité dévolue à un prince. Comment comprendre des revirements aussi peu logiques? Pour ma part, je dirais que cela illustre à merveille la mentalité des Français de chez nous. Ils ont le privilège de pouvoir briser ou éliminer la vie d'un homme sans sortir de chez eux. En somme, ils détiennent le pouvoir invisible de semer la mort parmi les costumes. Je ne l'aurais pas porté longtemps, celui-là. Il me plaisait beaucoup pourtant, à cause de l'odeur du neuf. La suite demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.